France. Bienvenue sur BFM News, il est 21h à la une ce soir. Un mort, 4 blessés, 2 ressortissants allemands toujours portés disparus. Voici le bilan provisoire mais lourd déjà dans les Alpes après l'effondrement d'un bloc de glace dans le massif du Mont Blanc. Comment expliquer cet accident? On sera sur place dans ce journal. La menace de l'embrasement au Proche-Orient. Un membre du Hezbollah a été tué ce matin dans une nouvelle frappe au Liban. Le mouvement soutenu par le Hamas et l'Iran promet des représailles après les assassinats de hauts responsables la semaine dernière attribués à Israël. On fera un point complet sur la situation ce soir. Le Royaume-Uni fait face à une flambée de violences xénophobes. Près de 400 personnes ont été arrêtées. Les autorités promettent la plus grande fermeté pour ramener l'ordre. Ces dernières heures, un nouveau palier a été franchi. Un foyer de demandeurs d'asile a été pris pour cible et des centaines de personnes arrêtées. On sera sur place également avec notre envoyé spécial. Mais tout d'abord, cette ascension fatale dans le Mont Blanc, en Haute-Savoie. Au moins une personne est décédée et 4 blessés après une chute de sérac. Cette nuit, l'effondrement d'un gros bloc de glace. Une quinzaine d'alpinistes amateurs étaient engagés dans cette excursion nocturne. Retour sur les faits avec Rachel Desmith et Olivier Jouglard. À 4100 mètres d'altitude, vers 2h30 du matin, un bloc de glace se fracture. Au même moment, une quinzaine d'alpinistes amateurs entament l'ascension du sommet. Ils empruntent une voie sur la face nord du mont Taku, dans la zone du Mont Blanc. Un chemin connu et souvent emprunté. C'est tout à fait une pente qu'on qualifie de voie normale, avec peu de pentes extrêmes. On monte avec des gens qui débutent. Rapidement après l'alerte, 23 gendarmes, 2 équipes cynophiles et un hélicoptère sont dépêchés sur place. Le bilan provisoire fait état de 4 blessés et 1 mort de nationalité française, victime d'un arrêt cardio-respiratoire. D'après la gendarmerie, ce phénomène naturel est totalement imprévisible. C'est l'avancée du glacier, c'est l'évolution du glacier, c'est mécanique. C'est pas dû à la chaleur, c'est pas dû à la saison. Ça aurait pu se passer il y a 3 mois ou ça peut se passer dans 3 mois. C'est pas lié, on va dire, à la saisonnalité qu'on a actuellement. Les recherches ont pour le moment été interrompues. Le parquet de Bonneville a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Et on est en direct avec vous, Rebecca Blanc-Lelouch, envoyée spéciale BFM TV à Chamonix. La dernière information ce soir, Rebecca, c'est qu'il y a 2 ressortissants allemands qui sont toujours portés disparus. Oui, ce sont 2 nouvelles personnes de nationalité allemande de 30 et 39 ans qui sont officiellement disparues. Pas de nouvelles, pas de signe de vie depuis le déclenchement de cette avalanche. Leur téléphone n'a pas été rallumé de la journée. La gendarmerie recoupe donc toutes les informations possibles, témoignages des proches, de leur entourage, pour savoir s'ils étaient sur place. Je les cite, tout porte à croire qu'ils sont sur la zone. Pour l'instant, les conditions sont trop dangereuses pour que les secouristes repartent sur le terrain, puisqu'il y a une forte possibilité pour que ces personnes soient dans une crevasse. Donc pas d'équipe au sol, mais les survols en hélicoptère vont reprendre toute la journée de demain. Et la gendarmerie rappelle qu'il faut absolument prendre ses précautions sur cet itinéraire de la route des 3 monts qui est particulièrement dangereux, puisqu'une nouvelle chute de sérac peut arriver n'importe quand. On rappelle le bilan à l'heure actuelle de cette avalanche dans le Mont Blanc du Taku. Un homme de nationalité française de 57 ans est décédé, 4 sont blessés. Les 10 autres alpinistes de la cordée en question s'en sont sortis indemnes. Et donc cette nouvelle information de la soirée, c'est 2 personnes de nationalité allemande qui sont portées disparues depuis le déclenchement de cette avalanche. Merci Rebecca Blanc-Lelouch avec Margot Vizade en direct de Chamonix pour BFM TV. On en parle avec notre invité Sébastien Laurent, guide de haute montagne. On vient d'entendre notre reporter sur place parler de ces 2 personnes toujours portées disparues ce soir de nationalité allemande et dont les spécialistes sur place estiment qu'ils sont probablement dans une crevasse. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a une probabilité pour que la chute des séracs les ait fait glisser dans une crevasse, puisqu'ils ont dû faire des recherches, sûrement des sondages pour voir s'il est trouvé en surface. Et s'ils n'ont pas trouvé, ils sont sûrement cachés dans une crevasse. Donc ça peut être une crevasse d'une quinzaine, d'une vingtaine de mètres qui est dans l'axe de l'écoulement du sérac. Et il y en a beaucoup de ce genre de crevasses à cet endroit-là. Est-ce que c'est créé par les séracs? Est-ce que c'est totalement lié à la topologie?
Non, c'est pas créé par le sérac, c'est créé par l'avancement du glacier la glace a une certaine élasticité. À un moment donné, lorsque cette élasticité arrive à son maximum, les crevasses se créent, c'est-à-dire que la glace cède. Et tout comme les séracs, on a des ouvertures, des grands abysses qui peuvent se créer, qui peuvent être de 15, 20, 30, 40 mètres. Tout comme le sérac est créé par le manque d'élasticité à un moment donné mécanique de la glace, et donc qui forment ces grands murs de glace qui sont toujours présents sur cette voie normale et qui ont toujours été présents ici. Alors, ce qu'on a compris tout à l'heure avec les précisions de notre envoyé spécial, c'est que les recherches sur place ont été interrompues parce qu'elles sont trop dangereuses, ce qui veut dire que pour ces deux alpinistes, a priori prisonniers d'une crevasse, les chances de survie sont maigres. Est-ce que c'est le risque ce soir ? Pas forcément, ça dépend dans quel état physique ils sont. En fait, dans une crevasse, même s'il va faire un petit peu froid cette nuit, ils vont être relativement protégés des vents, ils vont être complètement protégés des vents, ils vont être dans un environnement relativement confortable, entre guillemets, s'ils sont pas blessés, puisqu'ils seront quand même dans un environnement où ils n'auront pas à subir les vents et ils vont être dans un environnement relativement tempéré. Après, la question, c'est dans quel état physique ils sont, bien sûr. S'ils sont blessés, la donne est complètement différente. Évidemment. Pour revenir sur le lieu où se sont produits ces accidents, ces chutes de sérac, on parle de la face nord du mont du Talus. Est-ce que c'est du Tacul, pardon. Est-ce que c'est une zone particulièrement à risque ? Vous parliez de voie normale. Ça veut dire quoi pour tout le monde ? Alors, sur le Mont Blanc, on a 3 voies normales. Il y a la voie historique qui passe par les Grands Mulets. Il y a la voie qui, on va dire, est plus normale par l'Aiguille du Goûter. Il y a 2 voies normales réellement avec l'Aiguille du Goûter et les 3 Monts Blancs. C'est une voie qui est empruntée par des milliers d'alpinistes chaque année. Mais c'est une voie qui présente des dangers objectifs qui sont présents tout au long de l'année et auxquels on sait qu'on va être confronté. Alors vous restez avec nous, on va faire un point avec Frédéric Fernandez qui vient de nous rejoindre en plateau. Ce qui est intéressant, Frédéric, c'est qu'il y a des images qui permettent de reconstituer l'accident de la nuit dernière. Exactement, Jérémy. Et ces images, ce seront les images de la webcam de l'Aiguille du Midi. Alors, vous allez voir, on va pouvoir mieux comprendre ce qui s'est passé exactement au moment de l'accident. Alors, une première photographie tout d'abord à vous montrer. C'est celle qui a été prise à 2h30 du matin. Et sur cette photographie, eh bien, on peut voir donc les alpinistes qui commencent leur ascension. On voit ces petits points blancs ici. En fait, ce sont tout simplement leurs lampes frontales. Et puis, 20 minutes plus tard, à 2h50 du matin, cette fois-ci, le sérac est tombé. Et vous allez voir que sur cette photographie qui arrive, voilà, eh bien, la cordée qui est en fait en 2 parties. D'abord en haut, donc ces premiers points lumineux qui montrent ceux qui sont en train d'aller vers le Mont Blanc et ceux donc qui sont piégés ici en dessous. Donc on voit vraiment donc cette sérac qui se décroche. Ce qu'on peut également vous dire, c'est que les secours aériens eux sont arrivés très rapidement, aux alentours de 3h30 et ils ont amené donc sur place des sauveteurs donc qui sont venus en aide aux victimes. Frédéric, vous parliez justement de ces séracs. Expliquez-nous concrètement ce que c'est. Eh bien, le sérac, c'est tout simplement un morceau de glace qui est suspendu dans le vide et qui vient se décrocher. Voilà, comme on peut le voir ici sur cette animation. Il y a beaucoup de sérac au niveau du Mont Blanc, du Tacul. Le sérac peut tomber à n'importe quel moment. On ne peut pas le prévoir comme on pourrait prévoir, par exemple, une avalanche. Et je voulais vous montrer aussi cet autre cliché. Il a été pris à 10h30 ce matin et on peut voir très clairement ici donc les blocs de glace qui se sont décrochés et un dernier cliché, cette fois-ci un peu plus zoomé, qui nous provient donc d'un témoin BFM TV. Sur ce cliché, on va pouvoir donc voir effectivement ces blocs de glace qui sont tombés, qui se sont donc décrochés de la montagne. On rappelle donc qu'au niveau du Mont Blanc du Tacul, il y a beaucoup de sérac et c'est assez fréquent qu'il se décroche. Merci Frédéric. On retourne vers vous, Sébastien Laurent. Il y a une chose qui était assez surprenante, en tout cas moi qui ne connais rien de l'alpinisme, c'est l'heure de l'ascension, 3h du matin, en pleine nuit. Est-ce que c'est quelque chose d'assez fréquent ? Alors les alpinistes sont tout à fait dans le timing pour l'ascension du Mont Blanc. L'ascension du Mont Blanc par les 3 Monts Blancs
se déroule exactement dans ce timing, c'est-à-dire qu'ils ont dormi au refuge des Cosmiques, ils se sont levés à 1h du matin et ils sont partis entre 1h30 et 2h du matin, ce qui est tout à fait classique pour pouvoir faire l'ascension dans la journée. Pourquoi ensuite, partir de nuit? C'est assez surprenant. On se dit qu'en termes de sécurité, en termes de visibilité, c'est plus compliqué. Alors non, en termes de visibilité, c'est relativement confortable. Et puis en termes de timing, pour être dans la timing de la journée, on est obligé de partir à 2h du matin, entre 1h30 et 2h du matin. C'est tout à fait classique, tout le monde fait ça. Après, les séracs, eux, se forment naturellement, encore une fois, puisqu'il faut vraiment considérer le glacier comme une rivière très très lente qui va s'écouler très doucement. Et à un moment donné, on a la formation de ces séracs qui sont dus au fait que la glace n'a plus assez d'élasticité pour suivre le mouvement du terrain. Donc il y a des murs de glace qui se créent. Ces murs de glace ne tombent pas très souvent, mais ils peuvent tomber à minuit comme à midi. On n'a aucune manière, de prévoir ces chutes. On sait qu'on va être confronté à ce risque objectif. Et ensuite, il va falloir passer à travers si tout va bien. Maintenant, c'est quelque chose qui ne va pas se produire chaque jour. Ça va peut-être se produire 1 fois, 2 fois dans la saison. Est-ce que les alpinistes, c'est totalement imprévisible. Est-ce que les alpinistes, même amateurs comme c'était le cas, sont sensibilisés justement à l'existence de ces séracs? Est-ce qu'il y a une formation, de l'information, de la sensibilisation qui est faite pour tous ceux qui justement s'attaquent à ces voies? Alors tout alpiniste doit avoir bien conscience des risques objectifs auxquels il va être confronté. Il n'y a pas besoin d'être guide pour en avoir bien conscience. On est confronté à des chutes de pierre, on est confronté à des chutes de sérac. Les chutes de sérac en la matière sur cette voie sont, on va dire, évidents. On sait qu'on passe au pied de ces grands murs de glace. On sait que c'est quelque chose qui peut tomber à tout moment et c'est tout à fait logique et normal d'être conscient du risque qu'on prend quand on fait l'ascension du Mont Blanc par les 3 Monts Blancs. Merci beaucoup, merci Sébastien Laurent, vous êtes guide de haute montagne. Merci pour ces précisions et on rappelle l'information de la soirée. Donc c'est 2 ressortissants allemands qui sont toujours portés disparus ce soir. On enchaîne avec l'actualité au Royaume-Uni, avec notamment ces émeutes qui se poursuivent depuis plusieurs jours. Des paliers de violence ont été franchis, notamment avec des centaines de manifestants dans le nord du pays qui s'en sont pris à un foyer de demandeurs d'asile. Les autorités britanniques annoncent la plus forte mobilisation pour tenter de ramener l'ordre sur place. Il y a eu au moins 400 personnes interpellées ces derniers jours, donc suite à ces violences. Le reportage de Stéphanie Znati. Alignés les uns à côté des autres, derrière leurs casques et leurs boucliers, ces policiers britanniques tentent comme ils peuvent de tenir à distance ces manifestants anti-immigration. Derrière eux, un hôtel cible de ces émeutiers d'extrême droite, car à l'intérieur se trouvent des demandeurs d'asile. Les fenêtres de l'hôtel ont été brisées et des efforts concertés ont été déployés pour endommager l'intérieur et blesser gravement les personnes qui s'y trouvaient. En fin de compte, il s'agissait d'une démonstration dégoûtante de violence qui s'est poursuivie tard dans la soirée. Notre opération de maintien de l'ordre n'ayant pris fin que vers 5 heures du matin. Un chaos qui fait la une de la presse au Royaume-Uni. Day of Shame, un jour de honte, titre le Sun, et qui révolte bon nombre de Britanniques. Je suis très contrarié de voir que nous sommes une nation aussi intolérante. Je ne pense pas que les personnes qui commettent ces actes soient représentatives de notre société. Pourtant, c'est comme ça que va nous voir le monde, et c'est très dérangeant. Rien ne justifie ce type de violence contre des innocents. Je pense qu'il s'agit d'un tas de gens qui sont en colère, mais qui ont utilisé un événement terrible et tragique pour servir leur propre cause. À l'origine de ces violences, la mort de 3 fillettes la semaine dernière lors d'une attaque au couteau. Et les rumeurs relayées par des personnalités de la droite dure sur la religion et l'identité de l'agresseur présumé.
Plus au nord, à 130 km de là, les forces de l'ordre essuient aussi des jets de projectiles, un face-à-face tendu et des scènes d'une violence inouïe. Après quasiment une semaine de tension, près de 400 personnes ont déjà été interpellées. D'autres arrestations sont à prévoir. Et cette crise, c'est une première épreuve politique pour le nouveau Premier ministre britannique. Laura Calmus, vous êtes notre correspondante au Royaume-Uni. La classe politique et l'opinion font bloc autour de Keir Starmer. Au contraire de sa gestion de crise, elle est critiquée outre-Manche. Oui, exactement, mais il faut quand même dire que, le Premier ministre a multiplié les interventions pour tenter d'apaiser la population. Il a, par exemple, tenu un meeting, une réunion de crise aujourd'hui avec ses ministres et il a annoncé la mobilisation d'une armée de policiers spécialisés pour faire face aux émeutes. Alors, il n'a pas encore donné beaucoup de détails et c'est ça qui a été critiqué notamment, mais il a expliqué que sa priorité absolue était de mettre fin au désordre et que les rues soient plus sûres. Il a dit qu'il n'hésiterait pas à appliquer des sanctions pénales et mettre les fauteurs de troubles en prison. Mais il faut dire que Keir Starmer se garde toutefois de parler du problème de fond, le problème qui a ouvert la brèche, c'est-à-dire l'immigration, car beaucoup de Britanniques ont montré qu'ils étaient inquiets de cette immigration, outre les violences. Je vous propose d'écouter le Premier ministre. Je condamne complètement les actes de violence d'extrême droite auxquels nous avons assisté ce week-end. Il ne fait aucun doute que ceux qui ont participé à ces violences seront confrontés à la pleine force de la loi. Je vous garantis que vous regretterez d'avoir pris part à ces troubles, que ce soit directement ou par l'intermédiaire de ceux qui ont fomenté cette action en ligne avant de s'enfuir eux-mêmes. Ce n'est pas une manifestation, c'est du banditisme organisé et violent qui n'a pas sa place dans nos rues ou sur Internet. Avant sa carrière politique, le Premier ministre Keir Starmer était une sorte de procureur général. Il était directeur des poursuites publiques, donc c'est un expert en matière juridique. C'est lui d'ailleurs qui a géré les émeutes en 2011 lorsqu'un jeune homme, Mark Duggan, avait été tué par la police, ce qui avait provoqué beaucoup d'émeutes aussi dans le pays. Alors cette fois-ci, il veut utiliser la même stratégie, celle qu'il a utilisée en 2011. Et il espère que cette fois-ci, ça va marcher. Alors ce soir, on peut voir qu'il y a déjà des premières manifestations, un rassemblement à Plymouth, mais aussi un rassemblement à côté de Liverpool. Deux rassemblements, pas de débordement pour l'instant, mais pour le moment, la police est sur le qui-vive. Merci Laura Calmus, la correspondante de BFM TV à Londres. On en parle tout de suite avec vous, Emmanuel Casajus. Merci d'être en direct. Vous êtes chercheur en sociologie et spécialiste de l'extrême droite. Est-ce que le Royaume-Uni a une tradition de mouvement d'ultra-droite très fort? Est-ce qu'il y a eu déjà dans le passé des précédents de violences de ce type? Alors, précédent de violence de ce style, il faut remonter à 1958 pour avoir des vraies émeutes ethniques avec comme ça des jeunes blancs qui cherchent à s'en prendre avec des gens qu'ils estiment être des étrangers. Il y a une tradition d'émeutes en Grande-Bretagne, mais il y a aussi, on va dire, une tradition effectivement de violence au sein de l'extrême droite. Et on va dire que l'extrême droite britannique a eu du mal à s'institutionnaliser comme l'a fait l'extrême droite française. Et elle a eu du mal à s'enlever cette image de troublemaker. Il y a une déclaration de Nick Griffin, qui est un ancien dirigeant du British National Party, donc qui est un petit peu le prédécesseur de l'English Defence League. Et ce Nick Griffin disait, donc à propos de l'image de son propre parti, il reprochait à ses prédécesseurs d'avoir laissé une image d'un parti de voyous, de losers et de fauteurs de troubles. Donc thugs, losers and troublemaker. Donc à peu près les mots du président là, et ça venait de quelqu'un du British National Party. Il y a un peu deux héritages, si vous voulez, à cette English Defence League. Il y a d'une part ce British National Party que je viens d'évoquer, qui est en déclin depuis les années 2010. Ça a été fondé en 2009, l'English Defence League. L'autre source, c'est un banc qui s'appelle Casual United.
Casual, c'est un mot très peu connu en français, c'est un peu un synonyme d'hooligan, si on va aller vite. C'est un style vestimentaire lié au hooliganisme, pour être plus précis. Et donc ce mouvement Casual United, qui existait de 2009 à 2014, avait comme vocation d'unir les tribunes des footballs contre le djihad. Donc si vous voulez, il y a cette dimension violente donc, au sein de British National Party. Dans les années 80, ils avaient une milice qui s'appelait le C18, donc C18 pour combat Adolf Hitler. Donc il y a cette dimension fasciste, bagarreur au sein de l'extrême droite britannique, et il y a cette dimension, on va dire, footballistique, violente. Et Tommy Robinson est issu de ça. Il est passé rapidement par le British National Party, mais Tommy Robinson, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Stephen Yaxley Lennon, et il a repris en fait le nom d'un hooligan célèbre qui s'appelait Tommy Robinson, et voilà, qui a écrit des livres notamment sur sa vie dans le monde du football violent précisément. Et ce Tommy Robinson, je parle du Tommy Robinson de l'English Defence League, du coup, pas du Tommy Robinson hooligan dont il a repris le nom. Tommy Robinson de l'English Defence League a été condamné en 2005 à 1 an de prison pour l'agression d'un policier. Il a été condamné en 2011 à 12 mois de sursis et 3 ans d'interdiction de stade pour des faits de hooliganisme. Il a depuis été condamné à plusieurs reprises pour des faits d'escroquerie. Donc voilà, quand on parle de troublemaker et de voyoucrate, le Premier ministre britannique tape l'English Defence League, Tommy Robinson, les deux Tommy Robinson, et il tape une tradition britannique d'extrême droite violente, effectivement. Emmanuel Casajus, il y a aussi sur ces violences, ces émeutes de ces derniers jours, est-ce qu'on peut penser qu'elles ont été en quelque sorte attisées, encouragées par un discours politique anti-immigration ? Alors, anti-immigration et anti-islam, et ça c'est particulier, si vous voulez, c'est un peu l'English Defence League, si vous voulez, que comme le British National Party, déjà après 2001, les attentats du 11 septembre, le British National Party a viré sur des positions très islamophobes, et l'English Defence League s'est construit donc sur des positions très, très islamophobes, comme vous disiez, je citais tout à l'heure Casual United. Donc il y a cet aspect-là, mais le problème c'est que le jeune en question, il est rwandais, et le Rwanda c'est un pays à 98% chrétiens. Donc, il y a 40% de catholiques, 50% de protestants, et les 10% qui restent, ça va être des adventistes, des témoins de Jéhovah. Oui, donc on sent qu'il y a un amalgame qui s'est créé, mais la situation quand même de fond... Il a fallu le construire comme musulman parce que tout le discours de l'English Defence League, c'est que le problème, c'est l'islam, le discours qu'elle construit depuis 15 ou 17 ans. Et voilà, donc là, il a fallu effectivement manipuler un petit peu les faits, les tordre, parce que là, ce qui se passe, c'est le paradoxe, c'est que les gens qui se font attaquer, donc le Rwanda, c'est un pays chrétien d'Afrique, les gens qui se font attaquer, c'est beaucoup donc c'est ce que les Britanniques appellent des descendants d'Asiatiques, qui sont musulmans, donc des gens qui sont pakistanais musulmans, donc vraiment rien à voir du tout. Donc voilà, c'est une immigration complètement différente, une immigration historique de la Grande-Bretagne. C'est une immigration beaucoup plus issue de l'Inde et de son empire colonial historique. Donc voilà. Donc effectivement, il a fallu un petit peu jouer sur la vérité, jouer sur la réalité pour mobiliser leurs troupes. Oui, ça a été un peu un prétexte en quelque sorte. Emmanuel Casajus, rapidement, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, est-ce que vous pensez que cette situation, cette montée de l'extrême droite en Angleterre, elle remonte à quoi? Est-ce que le Brexit a joué un rôle déclencheur, marqué dans l'histoire? Alors, ce qui se passe, c'est que si vous voulez, il y a une extrême droite, quelque chose qu'on considère comme l'extrême droite en Grande-Bretagne, qui est forte, mais historiquement, c'est plutôt des partis conservateurs qui se sont radicalisés. L'extrême droite historique, l'équivalent chez nous du Rassemblement national, c'est-à-dire l'extrême droite qui est issue en fait du fascisme et de l'après-fascisme de la Seconde Guerre mondiale, n'a jamais réussi vraiment à s'institutionnaliser politiquement en Grande-Bretagne. Donc ça a donné ce dont j'ai parlé tout à l'heure, le British National Party, l'English Defence League, des partis qui n'ont jamais vraiment réussi à sortir du côté ex-fasciste, parafasciste, skinhead, bagarreur de rue. Alors que le Front National, puis le Front National, puis le Rassemblement national en France ont réussi à faire à s'institutionnaliser. Et voilà, donc il y a ça derrière, je pense qu'il faut voir.
Merci beaucoup Emmanuel Casajus d'avoir été en direct avec nous pour ces explications sur la crise que traverse actuellement le Royaume-Uni. 21h23, c'est BFM News, on en vient à cette tension qui monte au Proche-Orient. L'Iran pourrait mener des représailles contre Israël dans les prochaines heures, avec notamment une crise qui pourrait avoir des conséquences régionales très fortes, notamment du côté du Liban où on retrouve notre correspondante sur place, Clotilde Bigot. Bonsoir Clotilde. On l'a vu aujourd'hui, il y a eu de nombreux appels parmi nombreuses capitales qui demandent à leurs ressortissants de quitter le Liban. Est-ce que ces appels sur place à Beyrouth ont été entendus ou non? Alors, cela dépend des nationalités, forcément. Donc, en effet, on a plusieurs chancelleries qui, ces derniers jours, ont demandé à leurs ressortissants de quitter le Liban. Donc, on a les grands pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada, mais aussi d'autres pays comme l'Arabie Saoudite ou la Russie, voire même la Jordanie. Donc, les appels qui ont été lancés par ces chancelleries ont été plus ou moins écoutés. Du côté des Français, moins. Il y a beaucoup de Français au Liban et la plupart sont installés ici depuis plusieurs années, travaillent et ne comptent pas partir. Il y a plusieurs raisons à cela. La première est tout simplement logistique. Il y a eu beaucoup d'annulations de vols et donc quitter le Liban par avion est très compliqué et aussi très cher. Il y a aussi une solution, un plan B que tout le monde a ici au Liban, c'est que si jamais il y a une guerre totale avec Israël, si Israël réplique de manière très forte au Liban, il y a toujours des endroits où chacun peut aller pour se sentir et pour être en sécurité. Le Liban entier ne sera pas attaqué, c'est un pays qui est assez morcelé, notamment au niveau des religions, et le Hezbollah n'est pas du tout présent dans tout le pays. Et donc voilà, chacun a soit un plan B, soit alors tout simplement pas l'envie de partir. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent et qu'on voit partout ici. Soit les Français, en fait, attendent vraiment que la situation dégénère complètement avant de partir. Merci beaucoup Clotilde Bigot pour ces précisions en direct de Beyrouth, donc au Liban, l'un des pays concernés par cette montée de tension dont on parle avec nos invités. Didier Idjadi est avec nous, sociologue universitaire et exilé politique iranien. Nous sommes également avec Jérôme Klech, consultant défense BFM TV. Tout d'abord, Didier Idjadi, pour revenir sur ces menaces réciproques, à la fois donc du côté de l'Iran et de ses alliés, le Hamas, le Hezbollah, qui annonce qu'elles vont mener des représailles depuis l'assassinat d'Ismail Haniyeh la semaine dernière. Et de l'autre côté, Benyamin Netanyahou, qui dit qu'il s'en prendra à l'Iran et à ses sbires sur tous les fronts. À quoi s'attendre? Écoutez, la guerre continue depuis 45 ans, depuis que le régime islamiste est au pouvoir en Iran. Car dès le départ, effectivement, il a commencé à dire qu'effectivement, la révolution n'est pas finie et ça va continuer là, l'exportation de la révolution islamiste, donc vers l'Irak, ensuite vers Quds, c'est-à-dire Jérusalem, et ensuite aller vers effectivement le territoire des mécréants, c'est-à-dire l'Occident. Donc c'était sa logique idéologique, religieuse, si vous voulez là. Et ce qui se passe actuellement, ces derniers temps, effectivement, ça fait partie de cet ensemble, si vous voulez là. Depuis 7 octobre, si vous voulez là, donc l'attaque terroriste donc de Hamas, il y a une nouvelle phase qu'on est en train de vivre, si vous voulez. Tous ces événements-là, ce sont des conséquences de cet événement tragique en même temps, quoi. Et donc, si Hamas a attaqué, il y avait également certainement un soutien donc de la part du régime iranien là, même si effectivement c'était eux qui ont décidé, mais néanmoins l'argent, l'appui logistique, l'appui financier, il avait toujours, bien évidemment. Et aujourd'hui, donc la menace existe. La menace est bien évidemment de la part à la fois du régime, mais également de ces réseaux terroristes, disons dans cette région, c'est-à-dire Hezbollah, Hamas, Rachad al-Shaabi, les Houthis, etc. Mais Hamas, il est affaibli, si vous voulez, là. D'accord? Et d'autre part, Hezbollah peut agir, mais il n'a pas toute la liberté d'action. Pourquoi? C'est parce qu'en fait, Hezbollah se trouve effectivement dans le cadre d'un pays, là où il y a d'autres forces, et que par conséquent ne peut pas entraîner le Liban entièrement dans une guerre effectivement durable, etc. Donc, y compris Hamas, qui a pas mal de capacités militaires, n'a pas toute la liberté, si vous voulez, pour être complètement au service du régime. Même si Hamas a été créé en 1982,
par le régime iranien également là. Ce sont véritablement des gens fidèles au régime là. Et d'un autre côté, bien évidemment, le gouvernement disons actuel israélien, une des raisons d'être effectivement des responsables actuels, c'est d'avoir toujours des situations de crise, de tension, si vous voulez, là. Car à la fois, disons, sa situation personnelle, politique, mais également des dossiers au niveau justice et tout ça, c'est bien évidemment, c'est une forte motivation pour Netanyahou de continuer encore cette guerre-là pour être au pouvoir, là. Mais néanmoins, disons, le pays d'Israël est une démocratie, tandis qu'en Iran, on n'est pas en présence d'une démocratie. Et donc, toujours dans les démocraties, il y a également des problèmes de fragilité, de corruption et tout ça. Mais néanmoins, les institutions qui existent, effectivement, c'est une base fondamentale. Alors, on revient vers vous dans un instant. On va avoir un point de vue, on va dire, plus militaire pour l'instant. Avec vous, Jérôme Klech, vous êtes notre consultant défense BFM TV. Bonsoir. Alors, difficile de dire évidemment ce qui peut se passer, mais quels sont les scénarios qui pourraient paraître les plus probables dans cette riposte iranienne et contre-riposte israélienne ? Les scénarios, en fait, on les connaît dans le sens où on sait que l'enjeu pour l'Iran, c'est de sauver la face sans pour autant déclencher l'escalade. Donc les options, c'est soit un engagement symétrique à l'instar de ce qu'on a eu les 13 et 14 avril, avec des frappes aériennes massives, de drones, de missiles balistiques, de missiles de croisière, sur des objectifs militaires dans le désert du Negev, ou pourquoi pas en ciblant des villes. Mais effectivement, le dôme de fer, la fronde de David et le système Arrow 3, pour ce qui est des différentes couches de défense antiaérienne, fera son œuvre. Et puis, les Américains, en coordonnant les forces alliées et Tsahal dans la région, permettront d'intercepter l'essentiel des missiles. Voilà. Donc il y a une autre option qui est effectivement l'utilisation des proxys et l'utilisation du Hezbollah pour frapper de façon transfrontalière le nord d'Israël. Ça, c'est possible aussi. Et puis, il y a une attaque plus diffuse qui est le terrorisme et la guerre psychologique. Voilà. Et il peut y avoir des combinaisons de ces trois options. Mais en fait, les trois options sont commandées par une seule et vraie question qui est soit l'Iran a de l'impact et elle risque de déclencher une escalade, soit elle n'en a pas et elle perd la face. Voilà. Et quelles que soient les options, en fait, elle peut avoir un impact. C'est une question de choix. Souvenez-vous, les 13 et 14 avril dernier, la frappe massive n'avait pas eu d'impact. Il n'y a pas eu en réalité de victimes et ça a été voulu comme ça. Ça a été, sinon concerté, en tout cas négocié. L'Iran savait pertinemment qu'elle ne ferait pas de victimes. Cette fois-ci, ce n'est plus possible si elle ne veut pas perdre la face. En revanche, si elle fait la moindre des victimes, il y a une forte chance que Benyamin Netanyahou fasse une lecture en fait un peu belliciste de la chose et qui se saisisse du cas pour avoir une escalade. Sachant même que les Américains, bien qu'il y ait des tensions très fortes à ce sujet-là, seront obligés de les suivre sur cette défense d'Israël. Bon gré, mal gré, les Américains seront obligés d'entrer en guerre. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, aujourd'hui, l'apport massif de forces dans la région, des forces aériennes, un escadron de chasse, un nouveau porte-avions, des destroyers, et puis le chef même de USCENTCOM, qui est la partie de commandement centrale, le Moyen-Orient et le Proche-Orient pour faire court, est actuellement dans la région pour préparer cette coordination. Et ça vise véritablement à dissuader l'Iran, en fait, de mettre en œuvre cette riposte et de faire en sorte que l'affaire se dégonfle. Alors à cet égard, le temps joue pour une désescalade. J'annonce quand même que la Jordanie et l'Arabie saoudite a déclaré il y a 45 minutes environ qu'ils n'autoriseraient pas l'Iran à violer leur espace aérien dans le cas d'une frappe aérienne, comme ça a été le cas les 13 et 14 avril dernier, où l'essentiel des retombées de débris de missiles sont tombés notamment sur la Jordanie. Voilà, ça, ce ne sera pas possible. Donc on voit très bien que la fenêtre pour une frappe iranienne se referme drastiquement. Donc on irait plutôt, paradoxalement, vers une désescalade, même si ça n'exclut pas, bien sûr, une riposte d'apparence pour sauver un tant soit peu la face. Mais ça ne trompera personne. Alors évidemment, les heures qui vont suivre seront scrutées de près sur tous les fronts. Du côté d'Israël, Benyamin Netanyahou a menacé « Nous ferons face, dit-il, à l'Iran et ses sbires sur tous les fronts ». Alors est-ce que cette escalade de tension est sensible sur place en Israël? On est allé demander à Elise Phillips, notre envoyée spéciale à Tel Aviv.
Depuis une semaine, les Israéliens vivent au rythme des annonces faites par les responsables politiques, militaires, qu'ils viennent d'ici en Israël ou en Iran. Ils suivent les informations, ils essayent d'en savoir un petit peu plus sur cette situation qui pour l'instant n'évolue pas vraiment, en tout cas ici sur le terrain. Et on voit de plus en plus de types de réactions vis-à-vis de cette situation qui est assez pénible à vivre pour la population. Tout à l'heure, on a rencontré une dame, par exemple, qui s'appelle Nelly, qui, elle, a choisi pour le moment d'arrêter de suivre les informations parce que c'est trop pénible, c'est trop stressant d'être tout le temps rivé sur les informations parce que cette situation est assez angoissante et elle nous a expliqué qu'elle réagirait en temps voulu quand les autorités feront savoir qu'une attaque est imminente. Et puis il y a ceux qui sont un peu plus angoissés et se préparent pour se sentir moins vulnérables quand cette attaque aura lieu. Tout à l'heure, on a rencontré un homme qui s'appelle Gil. Il nous a raconté avoir préparé quelques affaires, par exemple un pack d'eau, de la lumière aussi pour tenir dans les abris si jamais la situation dégénérait et que les frappes étaient trop intenses pour sortir des abris pendant plusieurs heures. On a donc ces deux types de réactions face à la situation. Globalement, des gens qui sont un peu fatalistes et attendent que les choses évoluent et puis d'autres qui préfèrent anticiper pour être mieux préparés quand cette riposte arrivera. Et cette riposte qui, pour le moment, n'est pas annoncée. Hier, le porte-parole de l'armée israélienne a précisé que la population serait informée un peu avant, en temps et en heure, pour qu'elle puisse se préparer si jamais une des attaques arrive. Et donc, pour l'instant, tant qu'il n'y a pas d'annonce faite par les autorités, on est sur un statu quo ici en Israël. On est en ligne avec vous, Guillaume Ancel. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes ancien officier de l'armée française et écrivain. Est-ce que le régime iranien a les moyens militaires de frapper Israël et de frapper d'une manière qui fasse mal, si je puis dire, à l'État hébreu? Est-ce que militairement, ce régime a les moyens ou non? En fait, c'est toujours très désagréable pour la population israélienne de s'attendre à être bombardée. Mais il faut se rappeler que l'Iran est fragile et Netanyahou aussi. D'abord parce que l'Iran n'a pas les moyens de conduire une guerre sans mettre en risque son propre régime. Et par conséquent, elle est obligée de mesurer la riposte qu'elle va faire. Elle a été profondément humiliée par l'élimination du chef du Hamas mardi dernier, alors qu'il assistait à une cérémonie très officielle à Téhéran. Et donc l'Iran l'a fait dire par son ministère des Affaires étrangères, l'Iran veut châtier Israël, mais sans déstabiliser la région. Donc il semble que l'Iran n'ait pas l'intention de déclencher une offensive majeure contre Israël. Et par ailleurs, Netanyahou a reçu un message très dur de Kamala Harris lors de sa dernière visite à Washington. Et donc il réalise que les Américains ne seront pas derrière lui si jamais lui-même essayait d'enclencher cette guerre contre le Hezbollah au Liban. Donc oui, les Israéliens s'attendent à une frappe des Iraniens, mais non, ça ne sera vraisemblablement, et nous l'espérons tous, pas une guerre terrestre de la part du Hezbollah qui aurait ouvert un nouveau front pour Israël. Est-ce que l'Iran a les moyens de frapper Israël? Oui, malheureusement. L'attaque de avril avec 300 drones et missiles avait montré que le dôme de fer, le fameux système de protection iranien, n'était pas étanche et que si les Iraniens utilisaient des trajectoires de vol plus sophistiquées et en plus plusieurs vagues de missiles, sans prévenir les Américains, ce qui avait été le cas en avril, le dôme de fer serait bien évidemment percé, c'est-à-dire qu'au lieu d'intercepter 90% des vecteurs, il descendrait facilement à presque les 2/3 seulement. Et donc oui, il y a un certain nombre de missiles qui pourraient atteindre Israël, sachant que l'Iran visera forcément une cible à haute valeur ajoutée, une cible très symbolique, probablement quelque chose proche du pouvoir pour montrer que c'est le symétrique du fait d'avoir tué sur leur territoire le chef du Hamas. Guillaume Ancel, restez avec nous. On en parle également avec Didier Idjadi. On le comprend, donc l'Iran a les moyens de contre-attaquer, de riposter, d'attaquer Israël, mais elle n'en a peut-être pas l'intérêt. C'est juste une posture politique finalement de dire que, comme on l'a pu lire, l'Iran a légalement le droit de punir Israël. C'est ce qui a été dit par les autorités aujourd'hui. Mais c'est quoi? Le but, c'est simplement de garder la face? Certainement, certainement.
à ne pas oublier qu'effectivement, le matériel d'aviation iranien date de l'époque du Shah, c'est-à-dire 45 ans. Donc, du point de vue, effectivement, de son système d'aviation, n'est pas du tout, effectivement, en phase avec éventuellement une guerre. Donc, ce que le régime iranien possède, ce sont des missiles et des drones. Et ce qui a été utilisé, effectivement, pendant l'attaque précédente, là. En avril. Exactement. Mais il est possible qu'il augmente davantage, en fait, ce type de matériel contre Israël. Mais néanmoins, le régime iranien, puisqu'il est en train de vivre ces contradictions internes, ne veut pas avoir une forte donc action militaire. C'est parce que effectivement il y a beaucoup de contradictions. Le régime cherche à sauver la face, bien évidemment. Pourquoi? C'est parce que il y a son entourage qui réclame, qui demande à ce qu'il y ait une riposte. Et donc il y a un certain nombre d'idéologues du régime, des idéologues très très fanatiques. Ils poussent le régime à envisager une attaque, mais une autre partie donc du régime résiste par rapport à cela, car il est en train de penser au risque éventuel, disons, de contre-attaque de la part des Israéliens, et que le Khamenei lui-même, le grand guide, effectivement, il est dans une situation d'hésitation, et à mon avis, il n'a pas encore pris sa décision, et d'ailleurs, il a peur également pour sa vie. Merci. Une dernière question, je me tourne vers vous, Guillaume Ancel. On l'a vu aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'appels à la retenue, des conciliabules diplomatiques. Pour autant, aucune chance que ce soit entendu. La diplomatie n'a plus son mot à dire dans cette crise. Je crois que Didier l'a bien résumé. Le régime iranien se sent obligé de riposter parce qu'il a été humilié par cette frappe successful. Enfin, c'est un vrai succès pour Israël d'avoir tué le chef du Hamas alors qu'il était en déplacement à Téhéran, dans une visite officielle où il y avait un dispositif de sécurité surdéveloppé. Et donc, le fait qu'ils aient réussi à percer ce dispositif montre aussi à l'Iran qu'il est fragile et qu'il pourrait faire l'objet d'autres frappes, puisque contrairement à ce qu'a raconté le pouvoir iranien, ça n'était pas une bombe prépositionnée dans un immeuble, mais d'après mes sources, c'était bien un drone armé qui a tué le chef du Hamas et les Iraniens ne l'ont absolument pas détecté. Merci Guillaume Ancel, ancien officier de l'armée française et écrivain. Merci également à Didier Jaidi, sociologue universitaire, exilé politique iranien. Merci également à Jérôme Klech qui nous a accompagnés en ce début de soirée, consultant défense BFM TV. À 21h41, on en vient à l'actualité américaine. À présent, ce n'est donc plus qu'une question d'heures, peut-être même de minutes, qui sait, pour savoir qui sera le colistier de Kamala Harris, celui qui sera donc son vice-président si Kamala Harris gagne l'élection présidentielle de novembre prochain. Un choix crucial, important pour la candidate démocrate, que nous explique Sonia Dridi, notre correspondante à Washington. Josh Shapiro, 51 ans, père de 4 enfants, est très populaire dans son État, la Pennsylvanie. Or, la Pennsylvanie, c'est vraiment un État clé avec ses 19 grands électeurs. C'est vraiment un État que les démocrates doivent remporter pour pouvoir gagner l'élection. On sait notamment que Joe Biden soutient en privé Shapiro. Il serait fan de Shapiro, selon ses proches conseillers. Donc, c'est vraiment une personnalité qui est plutôt très populaire au sein du Parti démocrate. Toutefois, il est plutôt critiqué au sein de la gauche progressiste, notamment pour son soutien quasi inconditionnel à Israël dans la conduite actuelle de la guerre à Gaza. Alors on sait que Kamala Harris est notamment conseillée pour faire ce choix par son mari, mais aussi son beau-frère qui fait partie de son équipe de campagne. Et selon nos dernières sources, on devrait avoir le nom de ce fameux colistier dans les prochaines heures ou demain matin au plus tard. L'annonce se fera sur les réseaux sociaux. Et pour essayer de mieux comprendre les enjeux de cette désignation du colistier démocrate pour cette présidentielle américaine, nos invités en plateau. Bonsoir James Cohen, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur émérite d'études américaines à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle et porte-parole de Democrat Abroad France. Et puis Malcolm Biga, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant et chroniqueur politique du Nouvel Économiste. Juste pour comprendre l'importance déjà d'un colistier, est-ce que c'est important? Évidemment, en cas de victoire, on est vice-président du pays, il y a énormément de pouvoirs et de prérogatives, mais en termes de campagne, est-ce que c'est important, le choix du colistier? Est-ce que ça peut bouleverser, influer sur le sens d'une campagne? Je crois que oui, et surtout dans une campagne comme celle-ci, parce que c'est une campagne concentrée en moins de 2 mois et on a
pas tout à fait 3 mois, on va dire, et on a besoin les démocrates ont certainement besoin d'un colistier dynamique qui sache faire bien campagne, et je crois aussi savoir que les personnes qui restent sur la petite liste sont tous très bons en campagne. Oui, alors justement, sur cette shortlist, il y a évidemment, on le disait, Josh Shapiro, hein, cet homme de 51 ans, gouverneur de Pennsylvanie. Quels sont ses atouts à Josh Shapiro? Pourquoi c'est le favori sur le papier? Alors, sur le plan politique, Josh Shapiro est le favori, tout d'abord, car il vient de la Pennsylvanie, qui est un État clé pour la présidentielle et pour le camp Harris comme le camp Trump. Par ailleurs, le New York Times a publié hier un article mettant en lien Josh Shapiro et Obama. Et c'est intéressant de voir que Josh Shapiro est surnommé Barack Obama. Sur la manière dont il arrive à mimer le style très cool de Barack Obama. Et une autre force de Josh Shapiro, ça serait, je pense, son expérience en tant que procureur. Il a été procureur comme Kamala Harris, et le camp Harris essaye de mettre vraiment en parallèle Donald Trump, le criminel, et Kamala Harris, la procureure. Donc c'est un ajout en plus sur cet aspect. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le calendrier est vraiment bousculé pour les démocrates, puisque Kamala Harris a été désignée il y a moins de 15 jours, Joe Biden s'est retiré, et du coup, il y a une espèce de course contre la montre avant la convention. Oui, mais je crois qu'on peut dire que la campagne s'est transformée ces 15 derniers jours. Il a fallu vraiment très peu de temps pour que les démocrates dans leur ensemble adoptent Kamala Harris comme la candidate quasi naturelle. On sait que historiquement, elle a été choisie par Joe Biden, pas seulement pour ses origines, mais aussi par sa position politique. Elle vient à peu près de la même aile du Parti démocrate que lui. C'est pas un secret, mais je pense qu'elle trouve ses ailes. Je l'accompagne à commencer très fort. Oui, justement, on va regarder ce dernier sondage. Hein. Évidemment, ça ne reste qu'un sondage, mais CBS News a publié cette dernière enquête d'opinion avec 50% d'opinion favorable à Kamala Harris, 2 points de plus. Et là où elle devance Donald Trump d'1 point, 49% pour Donald Trump, qui lui dévisse légèrement. Malcolm Biga, est-ce que pour autant, Kamala Harris, elle rentre en campagne, c'est très serré pour elle en termes de timing. Le choix de ce colistier-là, ça va lui permettre de conquérir quels États clés, quels États lui manquent, en tout cas, pour bien marquer son assise dans cette campagne? Alors, je pense qu'on peut émettre 2 hypothèses. La première, ça serait de partir avec Tim Walz, qui est le gouverneur du Minnesota, donc qui est un État proche, qui est dans le Midwest et qui est proche du Wisconsin et du Michigan. Donc, elle aura un atout pour gagner ses États clés, gagner ses électeurs dans cette zone. On va partir avec la seconde hypothèse maintenant, qui est celle de Josh Shapiro. Comme on l'a rappelé, la Pennsylvanie est un État clé. On dit souvent d'ailleurs que Joe Biden est le 3e sénateur de la Pennsylvanie. Donc ça serait intéressant de voir si la Pennsylvanie, comme en 2020, peut devenir l'État clé et celui qui fera basculer l'élection présidentielle. James Cohen, vous avez un pronostic? Vous voyez plutôt qui aux côtés de Kamala Harris pour mener cette campagne? Je ne sais pas qui aujourd'hui pourrait avoir un vrai pronostic. Personne ne le sait vraiment, mais votre sentiment? On sait que ce que vous venez de dire est parfaitement vrai. Et le Pennsylvanie, de tous les États clés, il y en a 6 ou 7, et l'État le plus peuplé qui a le plus de corps électeurs, il y en a 19, donc c'est vraiment un État qui compte. Mais je ne suis pas persuadé pour autant qu'il soit absolument nécessaire d'avoir le gouverneur de cet État pour gagner cet État pour les démocrates. L'hypothèse Tim Walz est parfaitement viable aussi. On va voir dans quelques heures. James Cohen, quel est l'enjeu de la semaine qui se prépare là pour Kamala Harris? Elle va devoir parcourir justement certains de ces États clés, à faire une tournée avec son policier, tous les États clés, les 5 jours, 7 États. Donc c'est quoi l'enjeu? Comment ça s'organise dans cette semaine? J'ai pas vu de très près son itinéraire, mais elle va partir de la Pennsylvanie au Wisconsin et de là très certainement sur la côte ouest et la Géorgie. Bon, en tout cas, il y a ce sont quoi? Ce sont des meetings? Comment ça s'organise? Des meetings, des rassemblements, oui, ça. On est là pour écouter un bon discours de campagne et pour applaudir, écouter un peu de musique. Et il y a un dynamisme qui vient beaucoup aussi des jeunes. Il n'y a pas que du contenu, il y a aussi une sorte de vibration pro-Kamala qui se manifeste très fort. Sur TikTok, j'ai entendu dire. Et je pense qu'il y a un autre élément important, c'est de savoir que la course à la présidentielle se réalise en parallèle de courses au Sénat et à la Chambre des représentants. Donc ces meetings permettent aussi de soutenir des candidats qui vont être élus, potentiellement élus, à des courses locales et à des courses nationales.
Peut-être une dernière question, Kamala Harris, quelle est sa force dans cette campagne et quelle est sa faiblesse? Qu'est-ce qui lui manque? Quels sont ses positifs, négatifs, avantages, désavantages? Alors je pense qu'en termes de force, elle a réussi à rassembler le Parti démocrate derrière elle en un temps record. En l'espace peut-être même de 2 à 3 semaines. Et l'une des faiblesses, qui ne lui est pas imputable, je pense que le processus de désignation de remplacement a été un peu tard. Il nous reste donc moins de 100 jours maintenant pour qu'elle puisse gagner cette présidentielle. Merci beaucoup, messieurs. Merci James Cohen. Merci beaucoup. Malcolm Biga de nous avoir apporté vos éclairages à 21h48 sur BFM TV. On parle à présent des Jeux Olympiques et on fait le point sur les médailles de nos athlètes français qui sont dans ce concours. On en est à 45 médailles aujourd'hui, seulement une de plus par rapport à hier. Petite moisson aujourd'hui. 12 d'or, vous le voyez, 15 d'argent, 18 de bronze, ce qui nous place donc temporairement en 4e position de ce tableau par pays. C'est pas fini, évidemment, on croise les doigts. En tout cas, on le sait, au Club France, comme dans toutes les grandes fan zones qui sont réparties sur le territoire, les champions sont célébrés tous les jours. Et c'est Clarisse Agbenienou qui nous a répondu cet après-midi, la championne de judo, qui attendait l'or, qui a été déçue de ne remporter que le bronze sur cette Olympiade, mais tout de même qui se dit heureuse à notre micro. Écoutez. J'en suis quand même fière et je me dis, c'est pas tout le monde qui ramène des médailles d'or olympiques, c'est pas tout le monde après un accouchement qui ramène une médaille de bronze en individuel. Donc ça sera quand même ma petite victoire à moi et je me dis que c'est comme ça, c'est aussi le sport. Mais en tout cas, j'ai ma petite pile qui est super contente, qui me vole les médailles, qui les prend. Des fois, j'ai peur qu'elle se cogne avec parce qu'elles sont quand même assez lourdes. Donc je lui dis, fais attention, elle ne les réalise pas. Donc après, j'essaye de lui prendre, mais elle veut pas, elle me dit, non, t'as gagné la médaille pour moi. Et oui, c'est vrai. Donc fais juste attention, mais c'est juste magique et je me dis que j'aurais jamais pu le vivre autrement si j'avais pas sauté le pas et que j'avais pas pris, en tout cas, mon courage à deux mains. BFM News, 21h50, tout de suite, c'est la météo, Kevin Fleury. Bonsoir, on a connu pire pour un début de semaine avec, c'est vrai, un ciel bien bleu un peu partout sur la France aujourd'hui. Ciel bleu ici par exemple du côté de Calais où on avait déjà près de 22 degrés à midi, des conditions météo qu'il va de nouveau falloir surveiller pour la fin de la semaine avec une nouvelle remontée d'air chaud qui pourrait nous conduire à un nouvel épisode caniculaire, vous l'avez compris, dans le sud-est de la France où l'on reste quand même sur des valeurs très importantes. On va en reparler évidemment ensemble dans quelques instants. Donc, très peu de nuages sur la France ces dernières heures. Arrivée confirmée d'une dégradation ce mardi matin dans l'ouest de la France. Beaucoup de nuages, quelques précipitations très localisées entre les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Un petit peu plus continue sur les départements bretons. Et cette perturbation face à l'anticyclone, oui, elle ne va pas beaucoup progresser dans la journée. Elle va faire quasiment du surplace. On surveillera simplement en cours d'après-midi, début de soirée, quelques développements orageux, notamment sur la partie est de la barrière pyrénéenne, avec des orages localement assez forts. Les températures au réveil de 14 à 25 degrés, un grand écart entre le nord et l'extrême sud-est, où l'on parle évidemment toujours de nuit tropicale. Et puis pour l'après-midi, 30 degrés à Paris, c'est relativement stationnaire, 30 à Orléans et jusqu'à 35-36 en moyenne vallée du Rhône. Retrouvez la météo avec habitat-et-jardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitat-et-jardin.com. Regardez la météo avec entrediscount.com. Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Lundi sous le soleil, mardi sous les nuages avec l'entrée confirmée d'une perturbation dans le nord-ouest avec des conditions météo donc bien grises sur le sable entre Brest, à la baie de Saint-Brieuc, Mont-Saint-Michel ainsi que Deauville. Ce sera plus clair en remontant vers Fort-Mahon-Plage avec quand même jusqu'à 19 degrés dans l'eau pour les baigneurs. Conditions plutôt ensoleillées vers la partie sud du golfe de Gascogne avec pas moins de 23 degrés pour les baigneurs. Dans certains endroits, attention par contre au phénomène des baïnes qui reste sous surveillance. Pour la journée de mardi, golfe du Lion, sous le soleil également, avec de la chaleur entre terre et mer, et puis entre Corse et continent aussi, pas de surprise. Le thermomètre dans l'eau pourrait se rapprocher autour de l'île de Beauté, une nouvelle fois, des 29 degrés. C'était la météo avec habitat-et-jardin.com, spécialiste de la maison, du jardin et de la piscine depuis 24 ans. Habitat-et-jardin.com. C'était la météo avec entrediscount.com. Yes! Entrediscount.com, numéro 1 français des fournitures scolaires en ligne. Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était votre programme avec Groupe Verlaine pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
C'était votre programme avec parivendu.fr. Sur parivendu.fr, trouvez votre futur chez vous partout en France. Merci d'avoir regardé BFM News. On vous donne rendez-vous avec Jérémy demain à 20h. Ce soir, on vous laisse dans les mains de Samy Sfaxi pour BFM Soir. Il parlera notamment de cet accident survenu la nuit dernière au Mont-Blanc avec cette personne décédée, ces 4 blessés et ces 2 personnes de nationalité allemande toujours portées disparues. Bonne fin de soirée sur BFM TV.